Merci beaucoup. Nous commençons maintenant par le deuxième panel intitulé ESG, transition verte, responsabilité environnementale des entreprises, adaptation aux nouveaux enjeux du changement climatique. J'inviterai Madame Maestroni, fondatrice et présidente Fonds EST. Madame Maestroni. Madame Rossi. Monsieur Yordamlis. Madame Christidi. Le même format que précédemment, je prierai les invités d'être brefs, si possible. 4 minutes chacun pour pouvoir laisser la place aux questions, s'il y en a. Nous allons commencer. Madame Maestroni, vous avez la parole. Je ne sais pas si on m'entend mieux. Voilà, très bien. Donc, je disais bonjour à tous, Kalimera, et E5T comme environnement, énergie, efficacité énergétique, environnement, économie et territoire. Et c'est l'aboutissement d'une longue réflexion. Et pour vous parler d'environnement, malheureusement, je pense que je vais devoir établir un lien avec l'énergie. Et quand je dis malheureusement, bien sûr, c'est que le moment est extrêmement difficile puisqu'on vit une grave crise énergétique dans l'Europe avec la guerre russo-ukrainienne. Je ne vais pas trop m'y attarder. S'il y a des questions, j'y répondrai. Mais ce que je voulais dire, c'est que bien sûr, la question de l'environnement est liée aux émissions de CO2 qui elles-mêmes sont directement liées à l'utilisation des énergies fossiles dans l'ordre le charbon, le pétrole et le gaz que nous utilisons depuis la révolution industrielle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons accumulé un stock de carbone dans l'atmosphère extrêmement important, puisque de 1850 à 2020, on a émis 2430 gigatonnes de carbone. Et on sait que pour rester dans le 1,5 degré, il ne faut pas en émettre plus de 3300. Donc, sachant qu'on émet 40 gigatonnes par an environ, eh bien, on a moins de 20 ans pour réduire drastiquement ces émissions. Drastiquement, ça veut dire que nous devons diviser par 5 si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050. Diviser par 5, c'est-à-dire revenir au niveau des émissions de 1950, avec un PIB qui a été multiplié par 10, ou qui sera multiplié par 10, et une population, si on continue comme on est dans la tendance actuelle, ce qui est discutable, qui sera multiplié par 4. Donc, vous voyez que c'est quand même un challenge très important. Et pourquoi je me permets de parler de ça ? Parce que j'ai moi-même démarré dans le pétrole et dans le gaz pendant 20 ans. Donc, vous voyez que je suis très bien à ma place quand on parle de ESG. Mais je l'ai fait parce que l'énergie est au cœur de notre société moderne. Vous n'aurez pas pu venir sans énergie. Je ne pourrais pas vous parler. Vous m'entendriez beaucoup moins. D'ailleurs, tout le monde a dit attention au micro. Donc, on ne se rend pas compte à quel point nos vies modernes dépendent de l'énergie et à quel point la transformation que l'on doit mener est importante pour changer de paradigme. Et bien sûr, quand je dis, et donc je suis quand même aujourd'hui dans une phase de rédemption, puisqu'en 2011, j'ai décidé de créer une société qui s'appelait Économie d'énergie, donc spécialisée dans l'efficacité énergétique, que j'ai vendue il y a 2 ans. Et en parallèle, j'ai créé cette fondation dédiée à la transition énergétique, parce que j'avais quand même un peu le moral dans mes chaussettes, pour aller identifier
toutes les entreprises et l'ensemble des acteurs, d'ailleurs pas que les entreprises, qui allaient contribuer effectivement à cette transition énergétique dont on parle tant, mais qu'on a du mal à bien comprendre parce qu'il y a de nombreux aspects. Et ça m'a bien sûr conduit à réfléchir à la question du climat et dans le fond m'interroger, est-ce que finalement c'est aussi grave? Et je dois vous dire, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions au début des années 2000 et je me disais, bon, je suis un peu isolée de penser à ces sujets parce que dans mes collègues, évidemment, personne ne voyait le problème, mais surtout, personne, et je m'inclus dedans, n'imaginait que les choses allaient aller aussi vite. On se disait, ah, mais c'est pour 2100, on a du temps. Et entre-temps, on a découvert que nous n'avions pas de temps et qu'il y avait une accélération énorme de tous les phénomènes. Et bien sûr, le dernier rapport du GIEC l'année dernière, et de nouveaux éléments vont apparaître cette année, démontre que ce changement climatique, il affecte l'atmosphère, les océans, la banquise, les continents, et aujourd'hui se manifeste vraiment de nombreuses façons. Il y a énormément d'exemples et il n'y a plus un seul pays sur la carte où il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait évidemment des manifestations d'épisodes climatiques extrêmes. Aujourd'hui, au Pakistan, la moitié de la population, à l'instant où je vous parle, est sous des inondations épouvantables. Et au-delà des inondations, c'est des pluies diluviennes, ce sont des sécheresses, bien sûr, qui entraînent des incendies plus nombreux, plus difficiles à maîtriser partout dans le monde. Vous-même en Grèce avez été victime ou êtes victime de ces problèmes-là. En France, on a perdu des milliers d'hectares dans les forêts landaises, en Gironde. On a plus d'ouragans, plus de typhons. Évidemment, il y a un impact sur la biodiversité qui va s'accélérer si les températures remontent. Et on est en Grèce, pays de la philosophie. Je voudrais quand même qu'on rappelle, souvent on me dit qu'il faut sauver la planète, ce qui ne veut strictement rien dire, puisque l'univers a 13,5 milliards d'années, la Terre a 4,5 milliards d'années, et nous, Homo sapiens, c'est-à-dire vie humaine telle qu'on la connaît, c'est 200 000 ans. Donc nous sommes un épiphénomène, et ce dont il s'agit, c'est réellement de savoir si collectivement, on va pouvoir continuer à préserver les conditions de la vie humaine sur la planète. Et donc, et on en reparlera un peu plus longuement, aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de réfléchir, bien sûr, au-delà de l'urgence climatique qui est réelle, qui est objective, malheureusement, j'aimerais vous dire autre chose, mais là, je ne suis pas en mesure de le faire, et de la contrainte réglementaire, parce qu'on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui pourrait nous donner envie d'aller vers, finalement, un nouveau paradigme éco-énergétique? Et ce nouveau paradigme éco-énergétique, et c'est là où il y a de l'espoir, eh bien, on l'imagine avec 4 dimensions. La première, bien sûr, c'est que pour la première fois, on peut réfléchir à la croissance économique décorrélée de l'utilisation des énergies fossiles, puisqu'on a plein d'autres solutions, les énergies renouvelables avec le stockage, l'efficacité énergétique, enfin, on peut revenir dessus, pour croître sans émettre de CO2. On a bien sûr une nouvelle façon de penser l'économie avec des externalités positives et négatives, et notamment, évidemment, l'économie circulaire et régénérative, les territoires et les PME, toutes les entreprises, parce que tout compte, et il y a des initiatives locales, globales, mais locales aussi, qui sont importantes, et territoriales, et puis beaucoup d'innovation. Et je serais heureuse qu'on revienne sur ces aspects, mais je voulais à la fois qu'on mesure la difficulté de ce que l'on vit et ouvrir des pistes d'espoir sur ce que nous pouvons faire pour aller vers autre chose. Merci. Avant d'avancer, j'aimerais vous poser une question sur toutes ces belles choses que vous nous avez dites. La situation du changement climatique est-elle si mauvaise? Et je le demande parce qu'il y a des personnes, comme par exemple M. Trump, pensent qu'il n'y a pas de changement climatique, par exemple, et d'autres personnes partagent cette opinion. Alors, il y a toujours des climato-sceptiques, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de moins en moins. Et qu'aujourd'hui, quand bien même il y en aurait, ce qui est de moins en moins le cas, même en Australie, où on est revenu sur les politiques concernant l'extraction du charbon, eh bien,
il y a un intérêt économique à changer. Parce que, objectivement, on a aujourd'hui des dégâts et 700 économistes dans le monde sont mis d'accord là-dessus. Les dégâts occasionnés par le changement climatique sont bien supérieurs au coût pour les entreprises de changer. Et d'ailleurs, on a un vrai sujet avec les compagnies d'assurance aujourd'hui qui, cette année, ont enregistré des niveaux records. Et évidemment, la question, si je prends les chiffres, depuis 2000, on a eu 3 000 milliards de dégâts et on envisage 1 700 milliards par an d'ici à 2025. Et pays par pays, on a des éléments aujourd'hui pour nous dire qu'on pourrait être facilement à 30 000 milliards d'ici à 2050-2060. Donc, vous voyez, il y a des arguments économiques pour nous donner envie d'évoluer dans nos modèles. Et donc, je dirais un mot pour les PME, parce qu'on a beaucoup parlé d'entreprises cotées et de contraintes. Toutes les entreprises ne vont pas être obligées d'avoir ce reporting dont on a beaucoup parlé ce matin. Et en fait, l'idée, c'est que quand on réfléchit notre business autrement par le prisme justement d'un nouveau positionnement, eh bien, ça donne des perspectives tout à fait nouvelles et on se met dans une situation concurrentielle sur le long terme ou sur le moyen terme qui va réellement nous permettre de faire partie de la solution. Ça, c'est extrêmement important. Même si, à nouveau, et je le regrette, sur le court terme, on a des indices. Je ne suis pas contente d'arriver ce matin et de vous dire on est en train de réouvrir des centrales à charbon. Quand on brûle un kilo de charbon, c'est 1000 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, c'est juste un crève-cœur énorme. Mais espérons que ce ne sera que transitoire et l'échéance de 2030 puis de 2050 doivent rester dans notre ligne de mire et c'est extrêmement important. Hors micro, nous n'entendons pas la traduction. Merci beaucoup pour avoir montré que le changement climatique est un problème important et bien sûr, ma question était un peu provocatrice. Être sceptique, c'est une chose. Être celui qui ne croit pas du tout, c'est autre chose. Et pour la planète, il n'y a pas de plan B. Voilà, nous allons maintenant avancer avec Madame Rossi. Merci à tous, ravis d'être parmi vous et merci à la Chambre de commerce et d'industrie franco-grecque d'avoir organisé cet échange sur ces sujets majeurs qui dépassent les cadres nationaux et je suis ravie de témoigner, alors non pas en tant qu'entrepreneuse mais en tant qu'élue locale et ancienne députée membre de la Commission du développement durable en France. Sur ce sujet de la transition écologique et de l'accompagnement des entreprises. Cela a été dit tout à l'heure, nous avons depuis, je dirais, 4 ans, pris un virage en France assez fort pour embarquer, pour impulser une transition écologique au sein de nos entreprises de manière assez, alors non pas radicale, mais extrêmement volontariste. Au travers de plusieurs lois, cela a été dit tout à l'heure, nous avons voté plusieurs lois qui ne s'orientent pas vers la contrainte, mais fixent un cadre réglementaire, donnent des outils pour justement permettre de mieux mesurer l'impact des entreprises, d'avoir un index, on en a parlé, on y reviendra. Il y a aussi encore des progrès à faire sur cette mesure de l'impact des entreprises et cette valorisation de la performance extra-financière. Mais nous avons beaucoup avancé là-dessus et le virage est pris. Alors, ça soulève et ça a soulevé de vraies questions sur finalement le rôle de la puissance publique, le rôle des pouvoirs publics et des élus vis-à-vis des entreprises. Est-ce que nous devions finalement intervenir, orienter les investissements et exiger finalement une décarbonation des modes de production ? Oui, nous avons pris ce tournant-là, non pas sous l'angle de la contrainte, mais sous l'angle de l'accompagnement, en y déployant plusieurs milliards d'euros, je le rappelle, 100 milliards d'euros de plans de relance en France, dont 30 milliards consacrés à la transition écologique. Et donc, ces fonds, évidemment, accompagnent toutes les entreprises, et au premier rang desquelles les petites et les moyennes. Et derrière cela, il y a 3 enjeux. Il y a évidemment l'enjeu du réchauffement climatique, cela vient d'être très justement dit. Nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix et si nous voulons respecter l'exigence
que nous nous sommes fixés à l'échelon européen, c'est-à-dire baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ce tournant, il faut le prendre et évidemment, les entreprises ont leur rôle à jouer. Donc évidemment, l'urgence climatique, l'urgence du réchauffement climatique. Il y a l'urgence aussi économique. Vous l'avez rappelé très justement, Monsieur le Président, tout à l'heure. Il en va de la survie de nos entreprises. Dans un contexte concurrentiel européen, international, où l'argument économique, la décarbonation des modes de production sera demain un enjeu de compétitivité majeur, avec une notation extra-financière, eh bien, nous devions d'accompagner évidemment les entreprises dans cette trajectoire pour leur permettre demain d'être présentes et fortes sur les marchés internationaux. Et puis troisièmement, évidemment, le contexte géopolitique actuel qui pose tout simplement la question de la sécurité de l'approvisionnement, des ressources, des matières premières et finalement de la souveraineté européenne et nationale de ces produits-là. Et c'est là que la puissance publique, les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer pour justement sécuriser l'environnement des entreprises et les emmener sur cette trajectoire à la fois écologique et économique. Nous n'opposons pas les deux. Nous refusons d'opposer écologie et économie. Nous croyons au contraire que les deux vont ensemble et qu'une croissance verte est possible. Je ne crois pas à la décroissance. Nous avons en France des tenants de la décroissance. Nous croyons en tout cas avec le président de la République qu'il y a une véritable croissance verte à aller chercher. Les modélisations autour de cette croissance verte nous prédisent plus d'1 million d'emplois, de création nette d'emplois d'ici 2030 autour justement de ces innovations liées à la transition énergétique et écologique. Et il faut justement travailler là-dessus, travailler aussi bien sûr sur la formation, sur l'emploi, l'employabilité des personnes autour de ces nouveaux métiers. Voilà. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur les freins et les marges de progrès qui nous restent à accomplir. Merci beaucoup. Avant de passer à l'intervenant prochain, une question qui intéresse beaucoup tous les participants et la société. Quel est le rôle des autorités publiques et du législateur dans la promotion du modèle économique et de la transition écologique des entreprises? Alors, le rôle du législateur, mais pas que, parce que en France et comme en Grèce, j'imagine, les territoires font énormément aussi en matière de transition énergétique, écologique. Il est de poser le cadre et de soutenir. Et éviter autant que se peut de contraindre ou de punir, ce qui serait contre-productif. Donc l'enjeu des lois que nous avons votées, je ne vais pas toutes les énumérer, mais nous avons voté effectivement une loi importante en 2019, la loi Pacte, qui, cela a été rappelé, permet aux entreprises désormais en France d'avoir une mission sociétale, environnementale, de placer aussi le dialogue social au sein de l'entreprise autour de ces questions environnementales, et puis surtout d'avancer sur le reporting, c'est-à-dire des mécanismes d'évaluation et d'index, de reporting de justement ces critères ISG, enfin de RSE. Même si là encore, j'ai eu l'occasion de rendre un rapport sur le sujet, on est encore loin, je dirais, d'indicateurs véritablement pertinents. Donc il nous faut continuer encore à aider nos entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises qui sont souvent très démunies face à ce sujet-là, parce qu'elles n'ont pas, parce que les chefs d'entreprise ont rarement déjà le temps de s'y pencher, parce qu'ils n'ont pas les outils, l'ingénierie interne nécessaire, parce que ça a un coût aussi, quelque part, de déployer ces outils-là. Eh bien, les accompagner davantage sur ces mécanismes, enfin sur la mesure de l'impact, parce qu'on parle beaucoup d'impact, mais encore faut-il savoir le mesurer, et sur les outils qu'ils peuvent mettre en place, aussi bien dans l'appareil industriel que dans les modes de déplacement de leurs salariés, que dans la gestion de leurs déchets, que dans leurs mécanismes d'approvisionnement. Voilà, les aider justement à décarboner davantage leurs activités. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant passer à notre intervenant prochain, M. Georg Damlis, PDG de Prisma Electronics SA. Avez-vous une présentation? Oui.
Bonjour, Monsieur le Président, chers invités. J'aimerais tout d'abord remercier la Chambre de commerce France-Grèce pour cette invitation, cette initiative très importante et l'occasion qui m'est donnée de partager des points de vue sur une question qui préoccupe nos sociétés. Quelques mots sur l'entreprise et comment une entreprise technologique a des points communs avec l'ESG. Cette entreprise donc produit des éléments électroniques pour l'espace avec comme application principale la marine marchande. Elle permet au upper management d'une société maritime de mesurer la consommation énergétique et aussi l'empreinte énergétique d'un bateau et de pouvoir de cette façon façonner une politique de durabilité et de coûts plus bas. Cette société investit dans le développement de ses produits. Elle collabore avec de nombreuses universités et via Horizon 2030 et autres, elle développe en permanence ses produits dans le sens afin que de grosses organisations et de plus petites entreprises puissent prendre des décisions basées sur des éléments, sur des données qui arrivent automatiquement de l'environnement. Qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ESG du point de vue technologique et comment une entreprise le perçoit-elle? On parle tout d'abord de l'environnement, de la responsabilité environnementale, sociale et d'une société vis-à-vis de la société elle-même et de ses actionnaires, vis-à-vis de la société dans laquelle cette société est active par le biais de ses travailleurs et vis-à-vis de la planète elle-même. Comment cela fonctionne-t-il pour chacun de ces piliers? Il est important de faire une analyse de codification et de spécialisation en fonction du profil de la société. Il faut qu'il y ait un reporting, une identification reporting, et par la suite, une société puisse se noter. Il faut qu'elle puisse pouvoir, par la suite, publier une évaluation par thématique et à la fin, qu'elle puisse voir son évaluation quant à l'application de ces critères. Il y a une lacune en matière réglementaire, cela a été dit. Les entreprises qui peuvent invoquer et dire qu'elles font tout pour l'environnement, mais elles ne font pas tout pour l'environnement. Et ce qu'il est important de dire, c'est de voir de quelle façon cette bonne initiative pourra être transformée, mise en pratique afin que les sociétés qui œuvrent pour une empreinte environnementale zéro, carbone zéro, dans le respect de la société, et comment ces sociétés pourront être récompensées. D'ailleurs, le système bancaire met en œuvre des initiatives, des actions, des mesures, et nous espérons que l'État fera beaucoup de choses encore. En parlant maintenant de la partie qui nous intéresse, les critères environnementaux ont notamment à faire avec les émissions de CO2, mais aussi avec l'initiative très forte de l'Union européenne, Fit for 55, qui a un objectif 2030 pour la réduction des émissions de CO2 de 55% jusqu'en 2018. L'utilisation de l'eau, où cette année, on a pu constater que c'était un facteur très important, notamment en Europe. La Grèce, elle a elle a eu beaucoup de pluie, donc elle s'est sortie d'affaire. Et comment le changement au niveau du climat pourra influence nos vies à tous? Qu'est-ce que cela signifie pour une entreprise et quels sont les pas à faire pour avancer? Premièrement, c'est introduire cela dans sa stratégie, qu'elle puisse être encadrée par les mécanismes appropriés, qu'elle puisse bien planifier. Deuxièmement, le reporting qui a été dit, c'est obligatoire donc depuis 2013 pour les grandes sociétés et par la suite, ce qui est aussi important de voir, c'est comment la performance est mesurée
à long terme et comment est-ce que cela est évalué et comparé avec d'autres organismes. Ici, nous avons un échantillon, comment une usine contemporaine, elle prend donc des mesures, consommation d'énergie, utilisation d'eau, et elle crée un rapport automatisé pour que la direction d'une société, l'administration d'une société puisse concevoir, élaborer des bonnes politiques pour la durabilité de l'entreprise et aussi pour la différenciation des produits de cette société. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie et je veux bien répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup. Votre présentation qui était très analytique. J'aimerais maintenant vous poser la question suivante. Est-ce que la façon dont une entreprise de technologie, la façon dont elle voit les critères, est-ce qu'elle diffère de la façon dont une autre entreprise voit ces critères et quels sont ces critères? Merci beaucoup pour votre question. Oui, effectivement. En fonction du profil d'une société, les actions qui doivent être entreprises sont différentes. Une entreprise qui est purement, une entreprise dont le champ d'action est technologique, ou encore une entreprise qui s'occupe de l'extraction de matériaux de la terre, ou encore une entreprise qui développe des logiciels, a des besoins différents, des orientations différentes par rapport à une autre société qui a, par exemple, une empreinte plus importante de par son fonctionnement, donc pour l'environnement et la collectivité locale. Il est donc important que toute discussion soit adaptée au profil de la société, à la catégorie des activités de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Les indices sont une chose et l'impact sont une autre chose pour ce qui est des secteurs de la société. Donc, adaptabilité et la logique on apporte les critères à la mesure de la société. Sinon, si on applique les mêmes critères à tout le monde, alors nous aurons échoué. En fait, on est tous égaux, mais on n'est pas tous les mêmes. On est égaux quant à la responsabilité, mais on n'est pas égaux quant au volume. Je vais maintenant appeler Madame Christivi à faire sa présentation. Merci. Bonjour, de la part de Sky Express, la société grecque aérienne qui a la flotte la plus verte, la plus contemporaine de Grèce et la flotte la plus jeune d'Europe. Voilà, ça c'est pour le consommateur. Vous n'avez jamais entendu parler de pollution de carbone sans voir un avion décoller. On a toujours un avion. Mais malgré cela, l'industrie aérienne contribue à 2% de la totalité des émissions de CO2. Et c'est la seule des industries qui, au cours de ces dernières années, paye les pollutions qu'elle émet. Et par le biais du European Trading Scheme, elle met en œuvre des projets dans toute l'Europe. En tant que compagnie aérienne, Sky Express a décidé de faire quelque chose de très difficile en pleine pandémie. Et je dois vous montrer des chiffres. Donc, elle a investi dans la flotte verte. Vert, ça veut dire des avions de nouvelle génération avec des moteurs nouvelle génération. Airbus, aucune autre technologie renversante n'est disponible actuellement. Seul un nouvel avion de nouvelle génération peut parvenir à réduire les émissions de CO2 de 2000 tonnes par an. Il peut réduire les émissions de dioxyde d'azote, qui est aussi un élément polluant pour les gaz à effet de serre, et réduction
de 50% du niveau du bruit. Sky Express a investi pendant la pandémie pour avoir des avions nouvelle génération. Il y avait d'autres avions plus anciens qui étaient disponibles, mais la société a investi dans des avions de nouvelle génération, car elle était animée d'un esprit elle avait la foi, donc, et elle a investi en regardant à long terme, sur le long terme, et non pas sur le court terme, et non pas en voyant l'économie qu'elle pourrait faire. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que l'avenir est vert. Parallèlement, ces avions que vous voyez sont produits par ces Européens. Donc, c'est les avions les plus performants, qui sont plus petits en termes de taille, que les consommateurs ne préfèrent pas parce qu'ils pensent peut-être que ces avions ne sont pas plus sûrs. Mais en fait, c'est les plus appropriés pour pouvoir voler dans les pays insulaires et pour les vols de courte distance. Pour les vols d'1 heure, la France a décidé de ne pas mettre des avions à disposition, mais du train. Mais le train, et cela se fera dans toute l'Europe aussi, parce que c'est un comportement qui peut être pénalisé. Sky Express a acheté donc 21 avions et a modernisé sa flotte, à l'exception des ATR 42-500 qui volent dans les petites îles de la mer Égée, parce que là, il n'y a pas encore d'avions nouvelle génération pour pouvoir remplacer les plus anciens. On a réduit donc la moyenne d'âge à 7 ans de nos avions. 17 ans, c'est la moyenne pour toutes les compagnies aériennes pour toute l'Europe. Les 4 ATR, si on ne tient pas en compte de les 4 des 7 ATR, nous avons la flotte la plus jeune d'Europe. Les initiatives au niveau européen pour pouvoir réduire les émissions des transports aériens s'inscrivent dans le... Έχει αυτοδεσμευτεί σε έναν πιο φιλόδοξο στόχο. Στο Destination 2050 έχουμε... Nous sommes engagés à ce que ce soit 0,50 jusqu'en 2050. Et pour que ce soit réalisable, qu'il y ait une technologie différente pour ce qui est du mouvement des avions. Τη δύναμη του υδρογόνου. Η Sky Express ήδη είναι σε συζήτηση. Sky Express est en cours de négociation avec des entreprises qui feront des essais avec de l'hydrogène pour remplacer le fuel. Les compagnies aériennes sont déjà obligées de dépenser de leurs fonds pour pour utiliser des fuels durables. Obligatoire à partir de 2025. Eurocontrol, qui est l'agence formelle, officielle, qui nous suit, qui assure le suivi des compagnies aériennes, a dit que pour arriver au niveau requis de 2030 ou de 2050, avant d'y arriver, il va falloir trouver des manières pour the perfect green flight. Et il y a beaucoup de manières pour ce faire. Ici, vous voyez un logiciel qui suit à temps réel tout et chaque moteur de nos avions et enregistre toutes les données pour voir si pendant les taxis ils utilisent un moteur ou deux ou s'il y a des générateurs qui sont utilisés, générateurs de l'avion ou de l'aéroport connectés au système photovoltaïque et
enregistre la consommation ou pas de fuel à temps réel. Donc, à temps réel pour chaque vol, chaque avion, chaque moteur. C'est ce qu'on est en train de développer actuellement pour Sky Express à Toulouse. Aussi, formation permanente des équipes pour choisir, sélectionner la meilleure vitesse, la vitesse appropriée, la hauteur appropriée, l'angle de décollage ou d'atterrissement qui joue dans l'économie des fuels. Et tout cela est mesuré et enregistré dans la performance énergétique de l'avion. C'est comme cela qu'Eurocontrol assure le suivi de nos avions et nous voulons développer ces réseaux, non pas seulement en Grèce, mais aussi à l'étranger. Et c'est comme cela que nous avons gagné le meilleur marché pour nous, le plus fort, et c'est le marché français et le marché le meilleur pour le tourisme en Grèce. Tous nos efforts sont dirigés vers 2030 en 2030, il y aura 12,2 millions de vols. Maintenant, sont les avions appropriés. SkyServe, maintenant, c'est l'entreprise qui dessert non pas seulement Sky Express, mais autres compagnies aériennes également, fait partie du réseau Net Zéro des aéroports de l'Europe, a modernisé sa flotte de véhicules dans l'aéroport, des véhicules, des navettes, etc., qui seront électrifiés ou hybrides. Et donc, toute la flotte des véhicules qui desservent un avion dès son atterrissage. Et tout cela, nous le faisons dans le cadre de notre appartenance à ICMSRA, car le auto-engagement dit la chose suivante. En attendant que la science trouve des moyens d'aérotransport sûrs, il y a 4 choses que nous pouvons nous aider à réduire notre empreinte. Première, 37%, toutes les flottes de l'Europe doivent être modernisées. Mais quand aujourd'hui, dans quelques années, en 2050, et qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce qu'ils changent? Ils continueront de vieillir et de polluer davantage. Greenwashing. Tout le monde dira que tout va bien sans qu'aucun investissement ne se fasse dans la bonne direction. J'espère qu'un protocole strict au niveau de l'Union européenne va être voté bientôt pour un protocole de présentation des compagnies aériennes qui vraiment n'émettent pas des polluants. SAF, Book and Claim, nous allons l'acheter même si nous ne l'utilisons pas. Cela va donner la possibilité à l'industrie des fuels de produire SAF, 5% de ces cocktails dans tous les pays de l'Europe. Aussi, mesures financières, des mesures plus amples, plus larges, qui sont développées par les biais des modèles d'auto-restriction. Donc, Perfect Green Flight, et qui n'est pas autre chose que le modèle par excellence du bon comportement. Et bien sûr, l'amélioration de vol au niveau de l'aéroport. Merci pour votre attention. Εμείς σας ευχαριστούμε.
Merci beaucoup, c'était magique. Au moment où je me disais que vous aviez dépassé votre temps, vous avez répondu aux questions que je voulais vous poser, donc je ne vous les poserai pas. Nous avons nous arrivons au terme de ce cycle et j'aimerais donc donner la parole au public, à l'audience. Je vous prierai de poser des questions concises, simples et courtes pour aider nos intervenants à répondre à ces questions. Voulez-vous poser une question à nos intervenants? J'allais dire que vous êtes la meilleure audience possible qui ne veut pas poser de questions, mais nous avons une question. Voilà. Ma question pour Madame Christidi, Monsieur Vernikos. J'utilise donc les sociétés aériennes. J'aimerais vous féliciter pour vos efforts. Toutes les faiblesses sont dues à des manquements de votre part parce que vous n'informez pas les personnes et les passagers. Tout ce que vous avez dit, vous auriez pu le dire en une page, en une seule page. Là, vous faites une intervention et vous grondez l'une des panélistes. Donc, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je veux la féliciter, mais leur poser... Je voudrais lui poser une question. Pourquoi tout ce que vous nous avez dit, pourquoi est-ce que vous n'informez pas les passagers? Dans les vols, dans chaque vol de Sky Express, il est dit que notre société dispose de la flotte la plus verte et la plus moderne, la plus jeune de Grèce. Bien sûr, dans nos initiatives environnementales, nous n'avons plus de documentation sur papier et toutes les informations sont contenues sur le site Internet de la société. Je suis navrée si cette information, si vous n'avez pas vu cette information, et toute cette information donc est accessible aussi au niveau du ministère de Eurocontrol et d'autres sources. C'est une question très spécifique et bien sûr, le consommateur ne le voit pas forcément parce que le premier, si vous voulez, la première préoccupation du consommateur, c'est le prix. Une autre question maintenant. Je voulais un peu animer le débat. Parce que personne n'a posé de questions, je voulais un peu animer pour vous aider. Écoutez, non, je vous prierai, s'il vous plaît, vous avez posé votre question, ce n'est pas un débat, c'est Q&A, question-réponse. Vous posez votre question, je vous remercie, je n'ai pas le temps. Je disais que nous clôturons maintenant le deuxième cycle. Nos intervenants ont essayé en 4 minutes de dire des choses très importantes qui peuvent constituer des bases pour des doctorats, pour des cours à l'université, etc. J'aimerais vous remercier, j'aimerais féliciter le président et la Chambre de commerce pour cette initiative qui nous a permis d'apprendre des choses que nous ne connaissions pas et vous allez me permettre en tant que Grec, en tant que personne qui suit l'actualité, de vous dire que je suis émue parce que j'ai pu entendre que nous avons une entreprise aussi moderne, Sky Express, et une autre entreprise à Alexandroupolis comme Prisma Electronics. Là, le développement arrive de la province vers le centre. Si on ne le comprend pas, il n'y aura ni durabilité, ni transparence et ni avenir. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie tous pour votre patience.